Maman, prends tes affaires et sors de chez moi. Aujourd'hui même. Ce furent les mots exacts que mon fils Julien m'a lancés la veille de Noël, planté sur le seuil du salon, alors qu'une demi-douzaine de personnes observèrent la scène dans un silence glacial. La belle-sœur de Sophie était affalée sur le canapé et détourna le visage vers le sol, gênée. Son cousin resta immobile, son verre à la main, feignant de fixer un point invisible sur le mur. Le vent d'hiver s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte et faisait frissonner les rideaux. On aurait dit que même l'air avait cessé de circuler dans cette pièce, lourd comme du plomb. Il croisa les bras et resta là, à me fixer comme si j'étais un problème urgent qu'il devait régler au plus vite, pour ne pas gâcher sa soirée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis contentée de hocher la tête lentement et je me suis dirigée vers la chambre pour récupérer ma valise. En passant devant la commode, j'ai vu la photo de Pierre, mon défunt mari, tenant Julien dans ses bras alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Vous savez, ce moment où vous réalisez que la personne en face de vous n'est plus l'enfant que vous avez élevé avec tant d'amour? Ce moment où vous comprenez que vous êtes devenu un fardeau, une gêne, quelque chose de jetable? J'ai travaillé 32 ans comme couturière, à muser les yeux, pour lui payer les meilleures écoles privées. J'ai vendu le seul terrain que je possédais à mon nom quand il a voulu monter son entreprise. Mais cette nuit de Noël, en sortant de ce pavillon avec une vieille valise à la main, je ne savais pas que le lendemain, il allait recevoir la plus grande surprise de sa vie, et que, pour la première fois, ce n'était plus moi qui allais me retrouver sans sol sous les pieds. Restez avec moi, car cette histoire ne fait que commencer. Je m'appelle Madeleine. J'ai 62 ans et j'ai travaillé toute ma vie dans la couture. Quand Pierre est mort, Julien n'avait que 12 ans. Ce fut une crise cardiaque foudroyante. Il est parti travailler le matin et n'est jamais revenu. Je me souviens avoir regardé mon fils pendant les funérailles et avoir pensé « Maintenant, c'est juste toi et moi contre le monde ». Il n'y avait pas de pension, pas d'héritage. J'avais juste ma machine à coudre, une maison en location et un compte en banque avec 800 €. J'ai commencé à coudre pour les autres. Retouches, ourlets de pantalons, robes de soirée, uniformes scolaires. Tout ce qui se présentait. Je prenais du travail pour 3 boutiques différentes et j'acceptais encore des commandes par le bouche à oreille. Julien étudiait le matin et je profitais de ces heures pour avancer les coutures les plus difficiles. Quand il rentrait, je m'arrêtais, je réchauffais le dîner et je l'aidais à faire ses devoirs. Une fois qu'il dormait, je retournais à ma machine jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Le week-end, je repassais aussi le linge des clients. Je gagnais à la pièce pour arrondir les fins de mois. Il y a eu une année où il a voulu suivre un stage d'informatique coûteux. J'ai vendu mon alliance en or. Je lui ai dit que je l'avais perdue dans le siphon du lavabo. Je ne voulais pas qu'il porte le poids de ma culpabilité ou de mes sacrifices. Quand Julien a réussi le concours d'entrée à l'école de commerce, j'ai pleuré toute la nuit. Management et gestion. Une grande école privée. Je ne pouvais pas payer. Je suis allée à la banque, ça ne passait pas. J'ai tenté un prêt, refusé. Alors je me suis souvenue du terrain. C'était une petite parcelle que Pierre avait achetée des années auparavant, en province, loin de tout. Nous rêvions d'y construire une petite maison un jour, pour notre retraite. Je l'ai vendue pour 28 000 €. J'ai payé les 4 années complètes de sa scolarité. Il m'a serré fort dans ses bras quand il l'a su. Il m'a promis qu'il travaillerait dur, qu'il m'offrirait une vie meilleure, que je n'aurais plus besoin de coudre pour toujours. Et je l'ai cru. Une fois diplômé, il a trouvé un poste dans une grande entreprise de distribution. Ensuite, il a monté un magasin de matériaux de construction avec un associé. Ça a marché. L'affaire a grandi. Il a acheté une grande maison bourgeoise. Il a apporté ses affaires, mais il a laissé une chambre libre pour moi. Il m'a dit que je pouvais laisser ma location et venir vivre avec lui. J'étais tellement heureuse. Je pensais qu'enfin, nous allions vivre bien, ensemble, sans difficultés financières. C'était bien au début. J'aidais à la maison. Je préparais les repas. J'organisais les choses. Rien de lourd. Juste ce qu'une mère fait avec tendresse. Puis, il a rencontré Sophie. Elle travaillait dans une boutique de mode dans le centre-ville. Jolie, brushing impeccable, manucure parfaite. Toujours élégante. Au début, elle était polie avec moi. Elle souriait, disait bonjour, conversait le strict nécessaire. Ils sont sortis ensemble 8 mois et se sont mariés. J'ai aidé à organiser le mariage. J'ai même fait l'ourlet et les ajustements de sa robe de mariée gratuitement. Elle m'a remerciée, mais avec cette attitude un peu distante, froide. Quand elle est venue s'installer dans la maison,
les choses ont commencé à changer subtilement. Rien de flagrant. Rien que je puisse pointer du doigt en disant « Regarde, ça ne va pas ». Mais je le sentais dans l'air. Elle a réorganisé toute la cuisine à son goût. Elle a changé les bocaux de place, a jeté des torchons que j'avais apportés. Elle a dit qu'ils faisaient vieux et usés. Quand je cuisinais, elle mangeait, mais elle avait toujours une petite remarque. « C'est un peu trop salé, non ?» Ou « Moi, je ne le fais pas comme ça ». Julien riait. Il pensait que c'était des bêtises sans importance. J'ai commencé à remarquer qu'elle rentrait du travail et montait directement dans sa chambre. Elle ne s'asseyait plus pour discuter. Si j'étais dans le salon, elle passait devant moi comme si j'étais transparente. Un jour, j'étais en train de coudre une jupe sur la table de la salle à manger. Elle est entrée, m'a regardée avec désapprobation et a dit « Madeleine, est-ce que tu pourrais faire ça dans ta chambre ? La maison est pleine de fils, ça fait désordre. » J'ai tout ramassé rapidement et je suis allée dans ma chambre. Je ne me suis pas plainte, mais j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Julien n'a rien vu. Il travaillait plus que jamais, rentrait tard, épuisé. Le magasin avait ouvert une succursale et il gérait toujours des problèmes. J'ai commencé à sentir que je devenais comme un vieux meuble. Quelque chose qui était là, qui occupait de l'espace et qui dérangeait. Sophie n'a jamais été ouvertement grossière, du moins pas devant lui. Mais la façon dont elle me regardait a changé radicalement. Et petit à petit, je me suis rendu compte que la façon dont Julien me regardait, lui aussi, commençait à changer. 3 mois après le mariage, Sophie est tombée enceinte. J'étais heureuse. Ça allait être mon premier petit-fils. Julien était rayonnant. Il parlait déjà de prénoms, de la décoration de la chambre de bébé. Quand Léo est né, j'ai aidé pour absolument tout. Je me levais la nuit quand il pleurait. Je chauffais les biberons, je changeais les couches, je le berçais. Sophie a repris le travail à la boutique quand Léo a eu 4 mois. C'est moi qui suis restée à la maison pour m'occuper de lui toute la journée. Je me levais tôt, je lui donnais son bain, ses repas, je jouais avec lui, je le mettais à la sieste. Quand elle rentrait, le bébé était propre, nourri, apaisé. Elle le prenait dans ses bras, lui donnait un bisou et montait dans la chambre. Elle ne disait pas « merci ». Elle ne demandait pas comment s'était passée la journée. Julien trouvait ça naturel. « Maman, tu as de l'expérience, pour toi c'est plus facile ?» Ça ne me dérangeait pas de m'occuper de Léo. J'aimais ce petit garçon de tout mon cœur. Mais j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas la grand-mère. J'étais la nounou. Un jour, j'étais au salon avec Léo dans les bras. Une amie de Sophie était en visite. Elle m'a regardée et a demandé « C'est vous la nounou du petit ?» Sophie a répondu avant que je puisse ouvrir la bouche. Oui, elle s'en occupe très bien. Elle ne l'a pas corrigé. Elle n'a pas dit « c'est sa grand-mère ». Elle a laissé cette femme croire que j'étais une employée de maison. J'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Mais j'avais très bien entendu. J'ai commencé à prêter attention à d'autres détails. Quand ils sortaient dîner le week-end, ils ne m'invitaient jamais. Ils y allaient tous les deux, parfois avec des amis. Moi, je restais à la maison avec Léo. Pour le premier anniversaire du petit, ils ont organisé une grande fête. Ils ont invité toute la famille de Sophie, ses amis, le personnel du magasin. J'ai aidé à tout décorer. J'ai gonflé les ballons, dressé la table, coupé les amuse-bouches. Au moment de la photo officielle, tout le monde s'est rassemblé autour du gâteau. Julien tenait Léo, Sophie s'est collée à ses côtés. Ses parents à elle, ses frères, tout le monde serré là, souriant. J'étais sur le côté, mais hors du cadre. Le photographe ne m'a même pas regardé. Il a pris la photo et c'est tout. Ensuite, ils l'ont postée sur les réseaux sociaux. Famille heureuse. Je n'apparaissais sur aucune image. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai commencé à réfléchir sérieusement. Ce n'était pas juste une impression. Ce n'était pas de l'hypersensibilité. Il se passait quelque chose de réel. J'ai commencé à noter les choses dans un vieux carnet que j'avais. Rien d'élaboré. Juste la date et le fait. 15 mars, gardez Léo toute la journée. Sophie n'a pas remercié, a appelé une amie pour dîner et ne m'a pas invité. 22 mars, fête de Léo, on ne m'a pas laissé entrer sur la photo de famille. Ça semblait futile. Mais je sentais que je devais garder une trace. 2 mois plus tard, j'étais dans ma chambre et j'ai entendu Sophie fouiller dans mes affaires. Je suis allée jusqu'à la porte et je l'ai vue tenant la boîte à couture de Pierre. C'était une boîte en bois qu'il avait fabriquée pour moi, avec ses initiales gravées sur le couvercle. Je gardais dedans du fil, des aiguilles, des boutons, mes outils de travail. Mais il y avait aussi une photo de notre mariage et son ancienne carte professionnelle.
Elle a regardé la boîte avec dédain et a dit « Madeleine, ça prend trop de place ici. Je vais la mettre au débarras. » J'ai dit « Sophie, c'est un souvenir de mon mari. Je l'utilise. » Elle a soupiré, impatiente. « D'accord, mais range-la correctement alors. La maison doit rester organisée. » Le lendemain, la boîte n'était plus dans ma chambre. J'ai cherché partout. Je l'ai trouvée dans le débarras, jetée au milieu d'un tas de vieilleries, de cartons vides et de balais cassés. J'ai récupéré la boîte et je l'ai cachée au fond de mon armoire, sous mes vêtements. J'ai noté dans le carnet. 28 mai, Sophie a jeté la boîte de pierre au débarras comme une ordure. J'ai commencé à remarquer que chaque fois que je donnais mon avis à table, elle me coupait la parole. Si je commentais une actualité, elle changeait brutalement de sujet. Si je suggérais quelque chose pour Léo, elle faisait le contraire devant lui, juste pour montrer que son autorité prévalait. Julien ne voyait rien, ou il feignait de ne rien voir pour avoir la paix. Un après-midi, je regardais la télévision dans le salon. Sophie est arrivée avec une amie. Elles se sont assises sur le canapé et ont commencé à parler fort, en riant, comme si je n'étais pas là. Je me suis levée et je suis allée dans ma chambre. J'ai entendu l'amie demander « Elle vit ici ?» Sophie a répondu « Oui, mais on cherche un moyen de régler ça. » Cette phrase m'a transpercé le cœur. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai tout noté dans le carnet. J'ai commencé à garder aussi les reçus de tout ce que je payais. Les courses que je faisais avec l'argent de ma retraite, la facture d'électricité à laquelle je participais parfois, les médicaments que j'achetais pour Léo quand il tombait malade. Je ne savais pas encore pourquoi je faisais ça, mais quelque chose en moi me disait « Garde tout, tu en auras besoin. » Et j'ai tout gardé. C'est en août que Julien est rentré à la maison avec une mine préoccupée. Il s'est assis à côté de moi dans la cuisine et m'a avoué que le magasin traversait une passe difficile. Il devait payer des fournisseurs urgents, il avait une dette en retard et la banque n'allait pas débloquer le crédit à temps. Il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé si je pouvais lui prêter 15 000 €. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. 15 000 €, c'était presque tout ce que j'avais de côté. J'avais économisé ça pendant des années, en mettant de côté un petit peu de ma retraite chaque mois. Mais c'était mon fils, c'était son affaire. Et il m'a promis qu'il me rembourserait dans 3 mois, avec intérêt. J'ai dit oui. Le lendemain, je suis allée à la banque et j'ai fait un virement sur son compte personnel. J'ai demandé le justificatif imprimé et je l'ai gardé. Il m'a remercié rapidement, m'a donné un baiser distrait sur le front et est parti. Sophie était dans le salon, sur son téléphone. Quand Julien est sorti, elle a levé les yeux et m'a regardé. Elle n'a rien dit. Juste un petit sourire en coin, presque moqueur. 1 mois a passé. Je n'ai pas abordé le sujet. Le 2e mois, j'ai fait une remarque à table, légère. « Julien, la situation au magasin s'est améliorée ?» Il a répondu distraitement. « Ah oui, maman, ça va mieux. Tout est sous contrôle. » Il n'a pas parlé de l'argent. Le 3e mois est passé. Rien. J'ai attendu 2 semaines de plus et j'ai demandé directement. « Mon fils, tu te souviens de ces 15 000 €? Tu avais dit que tu les rendrais en 3 mois. » Il a froncé les sourcils, comme s'il avait oublié. « Ah, maman, c'est vrai. Je suis encore un peu juste, mais je te paie le mois prochain, t'inquiète pas. » Sophie était dans la cuisine et j'ai vu qu'elle écoutait. Elle ne s'est pas retournée. Elle a continué à faire la vaisselle, mais on sentait à sa posture qu'elle prêtait attention à chaque mot. Le mois suivant est arrivé. Rien. J'ai redemandé. Il s'est énervé. « Maman, je t'ai déjà dit que je vais te payer. Arrête de me réclamer ça tout le temps. » Ça m'a blessée. Ce n'était pas un caprice. C'était mon argent. J'ai commencé à faire plus attention à leurs dépenses. Ils sont sortis dîner dans un restaurant gastronomique le samedi soir. Ils sont revenus avec des sacs de grande marque. Sophie s'était acheté une nouvelle robe hors de prix. Le dimanche, Julien a commenté qu'il pensait changer sa voiture. Je n'ai rien dit, mais j'ai noté dans le carnet. 12 septembre. Julien n'a pas rendu les 15 000. Dîner de luxe et nouvelle robe pour Sophie. 2 semaines plus tard, je suis allée payer une facture à la banque et j'ai demandé à vérifier mon relevé de compte. Il y avait 3 retraits que je n'avais pas faits. 2 de 1 000 € et 1 de 800. Des dates différentes, mais toutes dans le dernier mois. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je suis allée voir la conseillère et j'ai demandé comment quelqu'un avait pu retirer de l'argent de mon compte. Elle a regardé dans le système et a dit que les retraits avaient été faits avec la carte bancaire et le code confidentiel correct. Elle m'a demandé si j'avais prêté ma carte à quelqu'un. J'ai dit non. Mais alors je me suis souvenue.
Julien m'avait demandé ma carte une fois, 2 mois auparavant, pour se faire un virement instantané urgent car son compte était bloqué. Il avait dit que c'était pressé. Je la lui avais donnée, il avait manipulé son téléphone et me l'avait rendu. Mais il avait dû noter mon code. Je suis rentrée à la maison et je suis allée directement dans ma chambre. J'ai cherché la carte dans mon portefeuille. Elle était là. Elle n'avait pas disparu. Mais quelqu'un l'avait utilisée. Je ne l'ai pas confronté sur le moment. Je savais que si je parlais, ils allaient dire que j'étais folle, que j'oubliais des choses, que j'avais retiré l'argent et que je ne m'en souvenais plus. Je suis retournée à la banque le lendemain. J'ai demandé à changer le code. J'ai aussi demandé le relevé imprimé des 6 derniers mois. La dame me l'a donné. Je l'ai apporté à la maison, je me suis assise sur le lit et j'ai vérifié ligne par ligne. En plus des 3 retraits récents, il y en avait 2 autres le mois précédent. 1 500 € chacun. Ce n'était pas moi non plus. 7 800 €. Volés sur mon compte, à mon insu. J'ai caché le relevé au fond de l'armoire avec le justificatif du virement des 15 000. Ce soir-là, à table, j'ai regardé Julien. Il regardait son téléphone, riant de quelque chose. Sophie servait à manger à Léo. Personne ne me regardait. J'ai pensé à toutes les factures que j'avais payées dans cette maison, aux 7 années de retraite que j'avais investies ici, en aidant pour les courses, les médicaments, l'électricité, le gaz. J'ai pensé au terrain que j'avais vendu pour payer ses études. Et j'ai pensé aux 15 000 qu'il m'avait empruntés en promettant de rembourser, et aux presque 8 000 qu'il m'avait volés en cachette, 23 000 €, sans compter le reste. J'ai fini de manger en silence. Ensuite, j'ai fait la vaisselle. J'ai essuyé et je suis retournée dans ma chambre. J'ai pris le carnet et j'ai tout noté. Date, montant, la conversation que nous avions eue. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. C'était la veille de Noël. J'avais passé la journée entière à préparer le réveillon. J'avais dressé la table, décorée avec des ornements que j'avais gardés des années précédentes, cuisiné le chapon farci, préparé les accompagnements, le riz, la salade. Sophie n'avait aidé en rien. Elle avait passé l'après-midi chez le coiffeur. Les invités ont commencé à arriver. Ses parents à elle, son frère, sa belle-sœur, un cousin de Julien que je n'avais pas vu depuis longtemps, des amis de Sophie. Tout le monde la saluait chaleureusement. Avec moi, c'était juste un bonsoir rapide et forcé. J'ai servi les boissons, apporté les amuse-bouches. Personne n'a dit merci. Je suis allée à la cuisine, vérifier la cuisson. Quand je suis revenue au salon, la conversation était animée. La mère de Sophie racontait une histoire de voyage, tout le monde riait. Je me suis assise dans un coin. Personne ne m'a remarqué. Léo est passé en courant et je l'ai appelé. « Viens ici, mon chéri, fais un bisou à mamie. » Sophie s'est levée d'un bond. « Léo, viens ici, laisse Madeleine se reposer. Laisse Madeleine se reposer. » Comme si j'étais une étrangère. Son amie, la même qui m'avait prise pour la nounou, m'a regardée et a demandé « Vous dînez avec nous ou vous préférez manger après à la cuisine ?» Je n'ai pas compris sur le coup. Puis j'ai réalisé. Elle pensait que j'étais le personnel de maison. Sophie ne l'a pas corrigée. Elle a juste détourné le regard et changé de sujet. J'ai senti mon visage brûler de honte. Je me suis levée et je suis partie dans ma chambre. Je suis restée là 10 minutes, essayant de respirer pour ne pas pleurer. J'ai entendu Julien m'appeler. « Maman, viens, on passe à table. » Je suis revenue. La table était prête. J'avais tout fait, mais il n'y avait pas de place pour moi. Ils avaient mis 8 chaises. J'ai compté. 8 personnes. J'étais la 9e. Sophie a regardé et a dit, sans même scier, « Ah, Madeleine, j'ai oublié de mettre une chaise pour toi. Prends-en une de la cuisine. » Je suis allée chercher la chaise. Je l'ai mise au bout de la table, presque en dehors. Personne n'a bougé pour me faire de la place. Je me suis assise, j'ai mangé en silence. La conversation a continué comme si je n'existais pas. Blagues, rires, toast. Quand ils ont fini de manger, la mère de Sophie s'est levée et a dit « On fait une photo de toute la famille. » Ils se sont levés avec enthousiasme. Julien a pris Léo dans ses bras. Sophie s'est collée à lui. Les parents de Sophie, son frère, sa belle-sœur, tout le monde serré là, souriant. Je suis restée assise. Personne ne m'a appelée. Ils ont pris la photo. Ensuite, ils sont allés au salon pour ouvrir les cadeaux. J'ai commencé à débarrasser les assiettes sales. Sophie est revenue à la cuisine, a pris un verre de vin et est restée à me fixer pendant que je faisais la vaisselle. Elle a parlé à voix basse, mais avec ce ton coupant. « Tu sais, Madeleine, tu pourrais aider plus au lieu de jouer les victimes. »
J'ai arrêté de laver et je l'ai regardé. Pardon? Tu m'as entendu. Tu restes là à faire la martyre, mais tu ne fais rien correctement. La nourriture manquait de sel, la table était mal mise, et tu attends que tout le monde te remercie. J'ai pris une grande inspiration. Sophie, j'ai passé la journée entière à cuisiner ce repas. Personne ne te l'a demandé. Julien est entré dans la cuisine à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Sophie s'est tournée vers lui, la voix pleurnicharde. Ta mère se plaint de tout, Julien. Je lui ai juste demandé d'aider un peu plus et elle m'a répondu méchamment. Il m'a regardé avec reproche. Maman, c'est quoi cette histoire? J'allais répondre, mais Sophie m'a coupé. Julien, je n'en peux plus. Elle est là à juger tout ce que je fais, à prendre de la place, à créer une mauvaise ambiance. Je veux ma maison, ma famille, et elle ne nous laisse pas vivre. Julien s'est passé la main sur le visage, fatigué. Sophie, n'exagère pas. Si, j'exagère. Elle a haussé le ton. Soit elle part, soit c'est moi qui pars. Silence. J'ai regardé mon fils. J'attendais. Il l'a regardé. Puis, il m'a regardé. Et alors il a dit « Maman, prends tes affaires et sors de chez moi. Aujourd'hui même. » La belle-sœur de Sophie était figée à la porte de la cuisine. Elle a baissé les yeux. Le cousin est resté immobile dans le salon, fixant le mur. Le vent faisait bouger le rideau de la fenêtre ouverte. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste hoché la tête doucement. Je suis allée dans ma chambre, j'ai sorti ma vieille valise de l'armoire et j'ai commencé à y mettre mes vêtements. J'ai pris le carnet, mes papiers, les reçus, j'ai tout mis ensemble. Je suis passée par le salon. Personne n'a osé me regarder en face. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. C'était la veille de Noël, 10 heures du soir, et j'étais dans la rue, une valise à la main, sans savoir où aller. Je suis allée à la pension de Madame Dubois, à 2 rues de là. Elle me connaissait depuis des années. Quand j'ai frappé, elle a ouvert en chemise de nuit, le visage ensommeillé. Elle m'a regardé, a regardé la valise et n'a rien demandé. Elle s'est juste effacée pour me laisser entrer. J'ai une chambre libre au 2e étage. Reste le temps qu'il faut. J'ai monté les escaliers lentement. La chambre était petite, un lit simple, une vieille armoire, une fenêtre qui donnait sur la rue. J'ai posé la valise par terre et je me suis assise sur le bord du lit. Tout est devenu calme. On entendait des pétards au loin. Quelqu'un fêtait Noël. J'ai regardé le plafond et j'ai laissé le poids de la réalité m'écraser. Je n'ai pas pleuré. Pas une larme n'est sortie. Mais quelque chose en moi s'est brisé d'une façon que je n'avais jamais ressentie. Ce n'était pas seulement l'expulsion, c'était son regard, la façon dont il m'avait regardé. Comme si je ne comptais pas, comme si j'étais un problème qu'il avait enfin résolu. J'ai élevé ce garçon seul. Je me suis réveillée la nuit quand il avait de la fièvre. J'ai cousu jusqu'à en avoir mal aux mains pour lui payer l'école. J'ai vendu le terrain qui était mon rêve pour qu'il puisse étudier. Et il m'a mise à la porte la veille de Noël parce que sa femme le lui a ordonné. Je suis restée assise là, je ne sais pas combien de temps. Minuit a dû sonner. J'entendais les bruits de fête dehors. Je me suis levée, j'ai ouvert la valise et j'ai pris le carnet. Je me suis rassise sur le lit et j'ai commencé à lire, page par page. Toutes les fois où elle m'avait humiliée. Toutes les fois où il avait fait semblant de ne rien voir. Toutes les notes que j'avais prises ces derniers mois. J'ai sorti les justificatifs. Le virement des 15 000 €. Le relevé bancaire avec les retraits que je n'avais pas faits. J'ai pris une feuille et j'ai commencé à écrire et additionner. 15 000 € prêtés, jamais rendus. 7 800 € soustraits de mon compte sans autorisation. J'ai aidé pour les courses, l'électricité, le gaz pendant 7 ans. Je n'avais pas tous les tickets, mais j'en avais certains. J'ai fait un calcul à la baisse. Environ 12 000 € au total. J'ai gardé Léo pendant 2 ans, du lundi au vendredi, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Je n'ai pas reçu un centime. J'ai cherché sur mon téléphone le tarif d'une nounou. À l'époque, c'était au moins 1 500 € par mois. Multiplié par 24 mois, 36 000 €. Plus l'ourlet de la robe de mariée que j'ai fait gratuitement. Je facturais 200 € pour un travail de cette qualité. Plus les autres travaux de couture faits au fil des ans, rideaux, réparations, ajustements, au moins 1 500 € de main-d'œuvre. J'ai tout additionné. 72 500 €. J'ai regardé ce chiffre et j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Je n'étais pas folle, je n'étais pas trop sensible. Je n'inventais rien. Ils m'avaient utilisé. Ils avaient pris mon argent, mon travail, ma vie.
Et quand ils n'ont plus eu besoin de moi, ils m'ont jeté. J'ai organisé tous les papiers dans une vieille chemise cartonnée que j'avais dans la valise. Je les ai mis en ordre. Le justificatif de virement devant, le relevé bancaire juste derrière, les notes du carnet séparées par mois, la liste des services rendus avec les dates dont je me souvenais. Ce n'était pas parfait, mais tout était là. J'ai rangé la chemise au fond de la valise et je me suis couchée. Je n'ai pas réussi à bien dormir. Je suis restée à fixer le plafond, en pensant. Julien n'allait pas rendre l'argent de son plein gré. Sophie ferait tout pour me tenir à l'écart. Et si j'arrivais seule, sans rien, ils allaient me traiter comme une folle, comme une vieille sénile qui invente des histoires. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui connaisse la loi, qui sache comment recouvrer cela légalement. Tôt le matin, le jour de Noël, je me suis levée, je me suis lavé le visage et j'ai appelé un numéro que je gardais depuis des années. Maître Laurent, avocat en droit du travail et civil. Il avait été un ami de Pierre. Il était venu à notre mariage. Après la mort de Pierre, il était venu à l'enterrement, m'avait serré dans ses bras et avait dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, Madeleine, appelle-moi ». Je ne l'avais jamais appelé, jusqu'à ce jour. Le téléphone a sonné 3 fois. Il a décroché. « Allô ? Maître Laurent, c'est Madeleine, la femme de Pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » Il est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, d'une voix plus douce, « Bien sûr que je me souviens, Madeleine. Comment vas-tu ? » J'ai pris une grande inspiration. « Non, maître, ça ne va pas du tout, et j'ai besoin d'aide. » Maître Laurent m'a donné rendez-vous à 15 heures à son cabinet. J'ai rangé tous les papiers dans la chemise, je me suis habillée avec les vêtements les plus simples et dignes que j'avais, et j'y suis allée. Le cabinet était petit, dans un vieil immeuble près du palais de justice. Il y avait un bureau rempli de dossiers, une bibliothèque pleine de codes juridiques et une chaise en cuir usé devant. Il m'a reçu à la porte. Cheveux gris, lunettes, la même expression tranquille de toujours. « Madeleine, entre, assieds-toi là. » Je me suis assise. J'ai posé la chemise sur mes genoux. Il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi, sans le bureau entre nous, comme quelqu'un qui parle à une amie, pas à une cliente. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » J'ai tout raconté, depuis le début. Le veuvage, les sacrifices, l'argent économisé pour l'école de commerce, l'arrivée de Sophie, les humiliations, l'argent prêté, les vols sur mon compte, l'expulsion la veille de Noël. Il ne m'a pas interrompu. Il écoutait seulement, la main sur le menton, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, j'ai ouvert la chemise et j'ai montré les papiers, le justificatif de virement, le relevé, le carnet avec les notes, la liste des services rendus. Il a pris chaque papier, a lu calmement, est revenu en arrière, a relu. Après 10 minutes, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé. « Madeleine, tu as tout gardé parfaitement. C'est une preuve, et une preuve solide. » J'ai senti un soulagement si grand que j'ai failli m'effondrer là. Il a continué. « Mais je dois te dire une chose, ce n'est pas seulement un recouvrement de dettes. Il y a du pénal ici. » Je me suis glacée. « Du pénal ? Les retraits faits sur ton compte sans autorisation. C'est du vol ou de l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires. Il a utilisé ton code que tu lui as donné pour un autre usage et a pris de l'argent à ton insu. Techniquement, c'est de l'abus de confiance, au minimum. Selon comment on présente la chose, ça peut être de l'escroquerie. » Je suis restée sans réaction. Il a vu mon visage et a parlé plus doucement. « Je sais que c'est ton fils. Je sais que c'est difficile. Mais la loi est claire. Si tu veux recouvrer, on peut recouvrer. Et si tu veux porter plainte, tu en as le droit. » J'ai respiré profondément. « Maître, je ne veux pas détruire mon fils. Je veux juste ce qui est à moi. Je veux qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Et je veux ma dignité. » Il a hoché la tête. « Alors, on va faire comme ça. Je vais monter un plan en 3 étapes. » Il a pris une feuille et a commencé à noter. Premièrement, la partie légale. Je vais rédiger une mise en demeure. C'est un document formel que nous enverrons par huissier de justice où nous listons tout ce qu'il te doit et lui donnons un délai pour payer. 15 jours. S'il ne paie pas, on lance une injonction de payer. Et si nécessaire, une plainte au pénal pour les retraits indus. J'ai dégluti. Et ça va au tribunal ? Seulement s'il ne paie pas. Mais la mise en demeure par huissier fait peur. Il va comprendre que tu es sérieuse et que tu as des preuves. Il a continué. Deuxièmement, la partie sociale. Tu as dit qu'il y avait des témoins. La belle-sœur de Sophie, le cousin. Si nécessaire, on les cite à comparaître. Il y a aussi les réseaux sociaux, les photos de famille où tu n'apparais pas.
Je vais te demander de rassembler tout ça. Capture d'écran, date, tout. J'ai acquiescé. Je peux le faire. Et troisièmement, la partie émotionnelle. Il s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. Madeleine, tu dois être prête à sa réaction. Il peut nier. Il peut se mettre en colère. Il peut dire que tu inventes. Sophie va essayer de le monter contre toi définitivement. J'ai parlé fermement. J'ai déjà perdu mon fils, maître. Je l'ai perdu au moment où il m'a mise à la porte. Maintenant, je veux juste justice. Il a souri légèrement. Alors, nous allons faire justice. Maître Laurent a repris les papiers et a commencé à les organiser. Pendant qu'il travaillait, il a parlé sans me regarder. Madeleine, il y a autre chose. Je vais devoir vérifier son historique financier, pour voir s'il était vraiment en difficulté quand il t'a demandé l'argent. Parce que s'il t'a menti sur sa solvabilité, ça change tout. Je n'y avais pas pensé. Il a continué. S'il a acheté une voiture, fait des travaux, voyagé ou dépensé dans du superflu alors qu'il disait être fauché, c'est de la mauvaise foi, et on utilisera ça. Je me suis souvenu du dîner coûteux, de la nouvelle robe de Sophie, du commentaire sur la voiture. Maître, il est allé dîner dans un restaurant de luxe 2 semaines après m'avoir demandé l'argent, et elle s'est acheté des vêtements de marque. Il a noté. Excellent. Essaie de te souvenir de plus de détails. Date, lieu. Nous avons passé 1 heure de plus à monter le dossier. Il posait des questions, je répondais. Il écrivait, organisait, calculait. À la fin, il a tout rassemblé et a dit « Je vais rédiger la mise en demeure ce soir. Demain matin, on l'enregistre. Ensuite, j'enverrai un huissier de justice la remettre en main propre chez lui. Il devra signer l'accusé de réception. Et à partir de là, le délai commence à courir. Et s'il ne paie pas, alors on l'assigne en justice. Et je te garantis, Madeleine, avec ces preuves, on gagne. » Je me suis levée. Lui aussi. Il m'a donné une accolade forte, celle de quelqu'un qui connaît ton histoire. Pierre serait fier de toi. J'ai retenu mes larmes. Merci, maître. Je suis sortie du cabinet et je suis retournée à la pension. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait ce que maître Laurent avait demandé. Je suis allée sur les réseaux sociaux de Julien et Sophie. J'ai fait des captures d'écran de toutes les photos de famille où je n'apparaissais pas. Les photos de l'anniversaire de Léo, les photos du Noël dernier, les voyages qu'ils avaient faits. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur le téléphone. Ensuite, j'ai écrit sur un papier les dates dont je me souvenais. Le dîner cher, la robe neuve, le commentaire sur la voiture. J'ai tout mis avec les autres documents. Demain, la notification serait enregistrée. Et après-demain, Julien la recevrait. Le lendemain du Noël où il m'avait expulsé. La surprise inoubliable qu'il n'attendait pas. Le matin du 26 décembre, je me suis réveillée tôt. Je n'avais pas bien dormi. Mais ce n'était pas de la fatigue. C'était une énergie différente. On aurait dit que quelque chose en moi s'était réorganisé pendant la nuit. J'ai pris une douche, j'ai mis un jean et un chemisier blanc simple. Rien de voyant. Rien qui laisse penser que j'essayais d'impressionner. J'ai attaché mes cheveux, mis un rouge à lèvres clair. Je me suis regardée dans le miroir. Ce n'était pas la même femme qui était sortie de cette maison 2 jours plus tôt avec une valise à la main. J'ai pris la chemise avec tous les documents, je l'ai mise dans mon sac et je suis descendue. Maître Laurent m'avait envoyé un message tôt. « Dossier prêt, je te retrouve à l'étude de l'huissier à 9 heures. » Je suis arrivée avant lui. J'ai attendu sur le trottoir. Quand il est arrivé, il avait une serviette sous le bras et cet air sérieux de quelqu'un qui va travailler. Nous sommes entrés ensemble. Il a remis les papiers au clair, a payé les frais, a attendu le tampon officiel. La dame a lu le document, a tamponné chaque page, a enregistré dans le système et lui a rendu avec le récépissé. Il s'est tourné vers moi. « Voilà, c'est officiel. L'huissier passera cet après-midi. » J'ai respiré profondément. « Merci, maître. » Il a mis la main sur mon épaule. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Absolument. » Il a souri légèrement. « Alors tiens bon. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. » Je suis retournée à la pension, mais je ne pouvais pas rester en place. Je marchais de long en large dans la chambre. Je m'asseyais, je me levais, je regardais par la fenêtre. J'ai repris le carnet et j'ai tout relu. Chaque humiliation, chaque manque de respect, chaque mensonge. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était quelque chose de plus froid, de plus solide. Vers 15 heures, maître Laurent a envoyé un message. « L'huissier est parti maintenant. Il devrait arriver là-bas dans 20 minutes. » Mon cœur s'est accéléré. 20 minutes.
J'ai imaginé la scène. L'huissier qui sonne à la porte. Julien qui ouvre, encore dans les vapeurs de Noël, pensant que c'est un livreur. L'enveloppe officielle dans sa main, la signature, sa tête quand il ouvrira et lira. J'ai attendu. 15 minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était Maître Laurent. « Madeleine, il a reçu, il a signé. La mise en demeure est entre ses mains. » J'ai raccroché et je me suis assise sur le lit. Maintenant, il savait. Il savait que j'avais toutes les preuves. Il savait que j'avais compté chaque centime qu'il me devait. Il savait que je n'allais plus me taire. Et il savait qu'il avait 15 jours pour payer, ou il allait répondre devant la justice. J'ai attendu le reste de l'après-midi. Je pensais qu'il allait appeler, qu'il allait envoyer des messages, qu'il allait débarquer à la pension. Rien. Silence absolu. Le lendemain matin, toujours rien. Maître Laurent a appelé. « Madeleine, c'est normal, il doit être en train d'encaisser le coup. Il doit discuter avec Sophie, peut-être même consulter un avocat. Laisse-le digérer. Le délai court. » Mais en fin d'après-midi du deuxième jour, mon portable a sonné. C'était Julien. Mon cœur a battu fort. J'ai décroché. « Allô ?» Sa voix était tendue, contrôlée. « Maman, il faut qu'on parle. » Je n'ai pas tremblé, je n'ai pas bégayé. J'ai parlé fermement. « Je t'écoute. » « Non, en personne. Demain, 15 heures, ici à la maison. » J'ai réfléchi vite. « Non, dans un lieu neutre, au square en face de l'église. » Il a hésité. « D'accord, 15 heures. » Il a raccroché. J'ai appelé Maître Laurent immédiatement. J'ai raconté. Il a dit « N'y va pas seul. Je viens avec toi. Et garde ton téléphone en mode enregistrement dans ta poche. Tout ce qu'il dira pourra être utilisé. » Le matin du rendez-vous, je me suis réveillée avec l'estomac noué. J'ai mis les mêmes vêtements simples. J'ai attaché mes cheveux. J'ai pris le sac avec la chemise de documents. Maître Laurent est passé me chercher à la pension. Nous sommes allés ensemble, en voiture, sans beaucoup parler. Il s'est garé à 50 mètres du square. Je reste ici, je surveille. Au moindre problème, tu me fais signe. Tu as ton téléphone ? J'ai montré. Oui, enregistre tout. Je suis sortie de la voiture. J'ai marché doucement vers le square. Le soleil était pâle. Il y avait quelques enfants qui jouaient. Un monsieur assis sur un banc lisait le journal. Et là, sous le grand arbre au centre, il y avait Julien, les bras croisés, le visage fermé. Il me regardait. J'ai respiré profondément. Et j'y suis allée. Je suis arrivée près de lui et je me suis arrêtée à 2 mètres. Il ne m'a pas salué. Il m'a juste regardé avec cet air fatigué et irrité. « Maman, c'est quoi cette histoire de mise en demeure ? De recouvrement judiciaire ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ouvert mon sac, sorti la chemise et je l'ai tenue à la main. « C'est l'histoire de l'argent que tu me dois. » Il a soufflé avec mépris. « Quel argent ? Je t'ai demandé un prêt familial. Ce n'est pas une dette commerciale. Tu as demandé 15 000 € en prêt. Tu as promis de rembourser en 3 mois. Ça fait 6 mois. Jusqu'à aujourd'hui, rien. » Il a détourné le regard. J'étais un peu juste. Tu sais comment sont les affaires. Je sais. Tellement juste que tu es allé dîner dans un grand restaurant 2 semaines après. Tellement juste que Sophie s'est acheté des vêtements de marque. Tellement juste que tu parlais de changer de voiture. Sa voix est montée. J'ai le droit de vivre ma vie. Oui, mais pas avec mon argent. J'ai ouvert la chemise et j'ai sorti le justificatif de virement. Je lui ai montré. 15 000 €, transférés de mon compte au tien le 23 juillet. Tu as signé en bas que tu allais rembourser. Tu ne l'as pas fait. Il a regardé le papier, mais ne l'a pas pris. « Maman, je vais payer. Mais tu n'avais pas besoin de faire ce scandale. Prendre un avocat, envoyer un huissier. C'est gênant. » J'ai senti quelque chose bouillir en moi. « Gênant ? Tu m'as mise à la porte la veille de Noël devant tout le monde et c'est moi qui suis gênante ?» Il a serré les dents. « Tu créais des problèmes. Sophie n'en pouvait plus. Tu étais là à tout juger, à te mêler de ce qui ne te regarde pas. J'ai gardé ton fils pendant 2 ans. Gratuitement. Je me réveillais la nuit, je changeais les couches, je donnais les bains, les repas. Pendant que vous travailliez, viviez, sortiez, qui restait avec Léo ? Moi. Personne ne t'a obligé. Ça m'a coupé, mais je n'ai pas reculé. J'ai sorti la 2e feuille, la liste que j'avais faite. 2 ans, 5 jours par semaine, 12 heures par jour. Une nounou coûte au moins 1 500 € par mois. Tu me dois 36 000 € juste de main-d'œuvre. Il a ri, un rire sec, nerveux. « Tu es folle ? Tu es la grand-mère. Les grands-mères ne font pas payer pour garder leurs petits-enfants. » Les grands-mères ne se font pas appeler
nounou devant les invités. Les grands-mères ne sont pas exclues des photos de famille. Les grands-mères ne sont pas traitées comme des domestiques. Il est resté silencieux. J'ai continué. J'ai aidé pour les courses, l'électricité, le gaz, les médicaments pendant 7 ans. J'ai les preuves pour certains mois. Je n'ai pas tout gardé, mais j'en ai assez. 12 000 €. J'ai sorti la 3e feuille. Le relevé bancaire. Et il y a plus. Tu as retiré de l'argent de mon compte sans que je le sache. 7 800 €, en 5 retraits différents. Son visage a changé. Il est devenu blême. Je n'ai rien retiré. Si, tu as pris ma carte, noté le code, et tu as retiré petit à petit, en pensant que je ne m'en rendrais pas compte. Il a secoué la tête. Maman, je n'ai pas fait ça. J'ai montré le relevé. J'ai pointé les retraits, un par un. Ici, le 3 août, 1 000 €. Le 15, 1000. Le 22, 800. Le 7 septembre, 1500. Le 20, 1500. Je n'ai pas fait ces retraits. C'était toi. Il a regardé le papier, puis moi. Ça peut être une erreur de la banque. Ce n'en est pas une. J'y suis allé. Ils ont confirmé. C'était avec ma carte, avec mon code. Le code que toi seul connaissais, parce que je t'ai prêté la carte une fois et tu l'as noté. Il s'est passé la main sur le visage. Il est resté silencieux. J'ai tout rassemblé. 72 500 €. C'est ce que tu me dois. Et tu as 15 jours pour payer, ou je te poursuis en justice. Il a explosé. Tu ne vas pas faire ça? Je suis ton fils, et je suis ta mère. Mais tu m'as traité comme une ordure. Je t'ai accueilli chez moi. Dans la maison que tu as achetée avec l'argent du magasin que tu as ouvert, avec l'argent du terrain que j'ai vendu. Silence. J'ai continué, la voix ferme. J'ai vendu le seul terrain que j'avais pour que tu puisses faire tes études. Ce terrain était mon rêve, Julien. C'était le rêve de ton père. On allait y construire une maison. Mais je l'ai vendu, parce que je pensais que tu valais plus. Il a détourné le regard. J'ai cousu jusqu'à avoir les mains enflées pour te payer l'école. Je me suis levée à l'aube pour avancer le travail. J'ai renoncé à tout. Et quand tu as grandi, quand tu as réussi, je n'ai rien demandé. Juste un endroit pour vivre, un petit coin, pas pour être reine, juste pour être près de toi. Sa voix est sortie basse. Maman, Sophie. Sophie m'a humiliée, et tu as laissé faire. Elle m'a traitée comme une employée, et tu as laissé faire. Elle m'a sorti des photos, mise à l'écart, effacée de ta vie, et tu as laissé faire. Il est resté immobile, j'ai continué. Et à la fin, quand elle t'a ordonné de choisir entre elle et moi, tu as choisi. Et tu m'as mise dehors. Il a essayé de parler. J'étais sous pression. Tout le monde est sous pression, Julien. Moi aussi je l'étais. Mais je ne t'ai jamais abandonné. Une femme est passée dans le square avec un enfant. Elle nous a regardés, mais a continué son chemin. Il a respiré profondément et a essayé de changer de ton. Il est devenu plus calme, plus contrôlé. D'accord, maman. Je reconnais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mettre dehors comme ça. Mais cette somme est exagérée. 70 000 €? Je n'ai pas ça. Tu les as. Tu as le magasin, tu as la voiture, tu as la maison. Je ne vais rien vendre de tout ça. Alors paie en plusieurs fois. L'avocat accepte un échéancier, mais tu dois commencer à payer. Il a secoué la tête. Je ne paierai pas tout ça. C'est abusif. Je l'ai regardé. L'abus, c'est ce que tu as fait avec moi. Il a croisé les bras. Tu ne vas pas porter plainte. Tu n'auras pas le courage. J'ai pris la dernière feuille. La mise en demeure officielle. J'ai déjà lancé la procédure. C'est la mise en demeure. Tu l'as reçue. Tu as signé. Le délai court déjà. Si tu ne paies pas, on lance l'action en recouvrement. Et si nécessaire, la plainte au pénal pour les retraits frauduleux. Son visage est devenu rouge. Au pénal? Abus de confiance. Tu as pris de l'argent sur mon compte sans autorisation. C'est un délit. Il a fait un pas en arrière. Tu ne ferais pas ça. Je suis ton sang. J'ai fait un pas en avant. Tu as cessé d'être mon fils quand tu m'as mise à la rue la veille de Noël. Il est resté sans réaction. J'ai rangé les papiers dans la chemise. Tu as 15 jours. Après ça, c'est la justice. Je me suis tournée pour partir. Il a crié. Sophie va être au courant. Elle ne va pas aimer ça. Je me suis arrêtée. Je me suis retournée doucement. Je l'ai regardé dans les yeux. Julien, j'ai passé les dernières années de ma vie à essayer de ne pas déranger Sophie. Je me suis tue. J'ai avalé les humiliations. J'ai fait semblant de ne pas voir. Mais maintenant, je me fiche de ce qu'elle aime ou pas. Maintenant,
Je me préoccupe de moi. Il est resté planté là. J'ai continué. Et si tu avais une once d'homme, de caractère, tu ne serais pas en train de demander ce que Sophie va penser. Tu serais en train de me demander pardon. Silence. Je me suis retournée à nouveau et j'ai commencé à marcher. Il a crié de loin. « Tu vas le regretter !» Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à marcher. Maître Laurent était appuyé contre la voiture. Il attendait. Quand il m'a vue, il a ouvert la portière. Je suis montée. J'ai fermé la porte. J'ai respiré profondément. Il a demandé doucement. « Tu as tout enregistré ?» J'ai montré le téléphone. « Tout. » Il a souri. « Alors maintenant, il suffit d'attendre. » Nous sommes partis. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais fait la bonne chose. Les 15 jours sont passés. Julien n'a pas payé. Le 16e jour, Maître Laurent a déposé la requête en injonction de payer. Et la plainte au pénal pour les retraits frauduleux. 2 jours plus tard, Julien a appelé. Sa voix était différente, sans colère, sans arrogance, juste fatigué. « Maman, je ne savais pas que tu irais jusqu'au bout. » J'ai répondu fermement. « Je t'avais prévenu. » Il a respiré fort à l'autre bout du fil. Sophie est furieuse. Elle dit que je dois régler ça vite, que ça tâche notre réputation. Tâcher la réputation. Pas son cœur, pas sa conscience. La réputation. Julien, tu as 2 options. Soit tu paies, soit la justice décide pour toi. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit « Je vais payer, mais en plusieurs fois, je n'ai pas tout d'un coup. » Maître Laurent m'avait briefé là-dessus. Ça peut être échelonné, mais il faut un acompte d'au moins 15 000 €, et le reste en 12 fois, avec intérêts légaux, tout ça acté chez le notaire. Il a accepté. Il n'avait pas le choix. 3 jours plus tard, nous avons signé l'accord chez le notaire. Il est venu seul. Sophie n'est pas venue. Il a signé sans me regarder. Il a passé le justificatif du premier virement. Il a pris la copie du document et est sorti. Il n'a même pas dit au revoir. Maître Laurent m'a regardé et a dit « Il paiera ». Parce que maintenant, c'est acté officiellement. S'il a du retard, on saisit tout de suite. Et la prochaine fois, pas d'accord amiable. Les virements ont commencé à tomber, régulièrement, tous les 10 du mois. Pendant ce temps, j'ai reconstruit ma vie. J'ai loué un petit appartement, un 2 pièces, dans un quartier plus éloigné. Rien de luxueux, mais c'était à moi. J'ai acheté des meubles petit à petit. Un lit, une petite table, 2 chaises, un canapé simple. J'ai mis la boîte en bois de pierre sur l'étagère du salon. La photo de mariage à côté. Je me suis remise à coudre. Pas par nécessité, mais parce que j'aimais ça. Je faisais des commandes, à mon rythme, sans pression. Une ancienne cliente m'a appelée et m'a demandé de faire une robe de soirée pour sa fille. Je l'ai faite. Elle était magnifique. Elle a bien payé et m'a recommandé à d'autres personnes. J'ai recommencé à avoir une routine. Je me levais, prenais mon café, cousais un peu, sortais marcher au square. J'ai connu une dame qui habitait l'immeuble, Madame Martin. On a commencé à prendre le café ensemble de temps en temps. Elle m'a raconté sa vie, j'ai raconté la mienne. Elle ne m'a pas jugée. Elle a juste écouté. Et elle a dit « Vous avez bien fait ». 1 mois après l'accord, le téléphone a sonné. C'était Julien. J'ai décroché, mais froidement. « Allô ? Maman, je voulais discuter, en personne. » J'ai réfléchi. « Dis-le ici même. » Il a soupiré. « J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Je n'aurais pas dû laisser Sophie t'humilier. Et je n'aurais pas dû prendre ton argent. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence peser. Il a continué. « Je voulais savoir si tu acceptes de venir à la maison, pour qu'on discute correctement. Léo demande après toi. » Ça m'a serré le cœur. Léo. Mais j'ai respiré profondément et j'ai parlé fermement. « Julien, je te pardonne. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont redevenir comme avant. Je sais, tu me dois le respect. Et si Sophie ne peut pas me respecter, je ne resterai pas dans un endroit où je suis humilié. » Il est resté silencieux. J'ai continué. « Si tu veux que je voie Léo, je viendrai. Mais à jour et heure convenue, je ne vis plus chez toi. Je ne suis plus la nounou, je suis la grand-mère. Et je veux être traitée comme une grand-mère. D'accord, maman ? Et autre chose, je ne ferai plus semblant que tout va bien quand ça ne va pas. Si quelqu'un me manque de respect, je le dirai. Et s'il le faut, je partirai. Je n'ai plus besoin de personne pour survivre. » Il a dégluti. J'ai compris. « Alors, fixe un jour, et je viendrai. » J'ai raccroché. 1 semaine plus tard, je suis allée chez lui. J'ai frappé à la porte. Il a ouvert. «
Sophie était au salon, assise sur le canapé. Elle m'a salué d'un signe de tête, sèchement. Mais elle a salué. Léo est arrivé en courant. « Mamie !» Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort. Cette odeur d'enfant, ce sourire. Je suis restée 2 heures. J'ai joué avec Léo, discuté avec Julien. Sophie est restée calme, dans son coin. Quand je suis partie, Julien m'a raccompagnée jusqu'au portail. « Merci d'être venue, maman. » Je l'ai regardé. « Julien, je t'aime. Tu es mon fils. Mais je m'aime aussi. Et je ne renoncerai plus jamais à moi-même pour personne. » Il a hoché la tête. J'ai compris. Je suis rentrée dans mon appartement, seule, mais en paix. Les échéances ont continué à tomber, toutes précises. Au bout d'1 an, la dette était soldée. Maître Laurent m'a appelé. « Madeleine, c'est fini. Tu as tout reçu. » J'ai remercié, j'ai payé ses honoraires et j'ai gardé le reste. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai ma vie. Je vis seule, je coude quand je veux. Je vois Léo 1 fois par semaine. Julien me respecte. Sophie me tolère. Et c'est bien comme ça. J'ai appris une chose dans toute cette histoire. La dignité ne se négocie pas. Peu importe qui est la personne, peu importe à quel point vous l'aimez. Si quelqu'un vous manque de respect, vous humilie, vous utilise, vous avez le droit de vous lever et de réclamer votre dû. J'ai passé des années à penser que l'amour d'une mère, c'était tout accepter, tout avaler, se taire. Mais ce n'est pas ça. Le véritable amour, c'est aussi savoir se protéger. C'est savoir dire non. C'est savoir réclamer ce qui est à soi. Et si vous traversez ça maintenant, si quelqu'un dans votre famille vous traite comme un poids, comme un problème, comme quelque chose de jetable, je vous le dis, vous ne l'êtes pas. Vous avez de la valeur, vous avez des droits, et vous méritez le respect. Peu importe l'âge, peu importe les années que vous avez dédiées, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'humiliation. Et s'il le faut, cherchez de l'aide, cherchez un avocat, rassemblez les preuves et réclamez. Parce que la justice n'est pas une vengeance. La justice, c'est la dignité. Si cette histoire vous a touché, commentez ici depuis quelle ville vous parlez. Et restez avec moi pour les prochaines vidéos qui vont apparaître à l'écran. Quelqu'un peut avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.